Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de bien avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, ça fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez m'appeler et me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue hors pair. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éther. L'éther, pour les anciens Grecs, il existait dans la nature 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. À cela s'ajoutait l'éther, un 5e élément qui serait présent en toutes choses. Dans Sidelights on Relativity de Einstein a écrit: beaucoup d'arguments étayent l'hypothèse de l'existence d'un éther. La négation de l'éther impliquerait que l'univers vide n'aurait aucune propriété physique. Les bases fondamentales de la mécanique contredisent cette affirmation. L'univers a, selon les lois de la relativité, des propriétés physiques. Dans ce sens, il existe un éther. L'espace dépourvu d'éther est impensable d'après la théorie de la relativité. Et en 1934, il a été précisé que l'espace physique et l'éther sont des dénominations différentes pour un même concept. Nikola Tesla a ajouté de son côté que toute matière provient d'une substance primordiale, un champ subtil et vaste, au-delà de toute imagination, l'akasha ou éther, photophore, sur lequel agit le prana avec l'énergie créative et qui donne vie à toutes les choses et tous les phénomènes dans un cycle éternel. Si on accélère cette matière primordiale en tournant dans un cycle éternel, et si on accélère ces tournillons infinitésimaux, elles se transforment en matière brute. Si la forme diminue, le mouvement disparaît et la matière retourne à son état originel. En 1982, Johannes Alfvén, prix Nobel de physique, enfonça le clou en affirmant que l'espace interstellaire n'était pas vide mais rempli à 99% de plasma. Donc un champ informé. Ainsi, l'univers n'est pas vide mais plein d'énergie. Il aurait même de l'énergie à revendre. Il s'agirait en fait d'un champ informé. Dans ce vide, l'information permettrait de créer la matière, de lui donner sa forme, c'est-à-dire de transformer l'énergie incohérente en énergie cohérente. George Fitzgerald Smoot, prix Nobel de physique en 2006, parlait pour sa part non pas d'information mais d'un grand ADN cosmique qui ordonnerait le cosmos de telle sorte qu'il développe la vie. Il est en effet facile d'imaginer une information primordiale qui aurait poussé l'univers vers la vie, comme semblent prouver toutes les incohérences de l'univers et aussi de la Terre, comme nous le verrons plus loin. C'est comme si tout avait concouru depuis toujours à l'apparition de la vie et de la conscience dans l'univers tout d'abord et sur la Terre ensuite. La pensée humaine. Dans ce cadre général, notre pensée aurait un rôle essentiel, car à travers nos désirs, nos croyances, nos peurs, nos aspirations et nos concepts, nous participerions à la modélisation de cet univers. Cela rejoint la pensée d'Hubert Reeves quand il dit que l'univers prend la forme de son ou du regard, mais aussi les différentes observations réalisées en physique quantique qui expliquent que un objet est ici, là et partout à la fois. Ce serait notre pensée qui le matérialiserait à un endroit particulier. L'univers n'est qu'un immense champ de potentiel. Notre pensée sélectionnerait un de ceux-ci et le ferait se manifester dans notre vie, notre monde. Donc l'univers donnerait le cadre, la matrice, diront certains, qui serait rempli d'une substance primordiale, l'akasha ou champ akashique, d'où toute la matière serait issue. Il serait constitué d'un nombre de potentiels immenses dans lequel notre pensée puiserait pour créer notre environnement et ainsi façonner notre existence. Le cadre serait immuable et indépendant de notre volonté. Ce serait à l'intérieur de celui-ci que nous créerions notre propre monde. Chacun vivrait ainsi dans son monde à l'intérieur d'une matrice commune à tous et dans le cadre
ne serait autre que l'univers lui-même. Ce dernier point expliquerait pourquoi l'infiniment petit et l'infiniment grand obéissent aux mêmes lois de physique quantique, alors que le monde que nous connaissons obéit à des lois différentes que sont les lois de Newton et de Maxwell. Car notre pensée créerait, matérialiserait un monde physique rassurant fait de lois déterministes, mécaniques et très humaines, à partir d'un univers qui, lui, serait de nature quantique. Notre environnement matériel serait ainsi l'exception au sein d'un immense champ quantique et non l'inverse. Il serait comme un arrêt sur image du grand film de l'univers réalisé par notre pensée. Voilà ces quelques mots, ces quelques phrases qui vous inspireront peut-être, qui vous donneront à réfléchir. En attendant, je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.